Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Cher ami productif et serein, cher ami productive et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques... Ok, donc cette semaine, de nouveau avec mes deux comparses. Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Alors cette semaine, je vais vous présenter comment rendre votre smartphone utile, c'est-à-dire qu'il travaille pour vous et non contre vous. Et puis Geoffrey nous parlera de Mindset de Carol Dweck, ou comment l'état d'esprit peut influencer votre façon de voir les choses. Alors, c'est à moi là. Ah. Donc, alors, je voulais vous parler d'un truc qui a récemment amélioré ma vie, on va dire, d'une certaine manière. Bon, le mot est fort, mais c'est intéressant quand même. 15%. D'à peu près 15%. À peu près 15%. En fait, tout est venu d'un article d'un type qui est assez connu, qui se fait appeler le Coach Tony. C'est le gars qui est derrière l'app qui s'appelle Coach Me. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que la boîte s'appelle Better Humans. Donc de meilleurs êtres humains. Et c'est venu de ça, et aussi de Mike Williams, qui est l'ancien CEO de David Allen Company, qui ont travaillé, on va dire entre guillemets, sur l'iPhone. Alors ça s'applique à n'importe quel portable évidemment, mais il se trouve que comme je suis l'heureux possesseur d'un iPhone, ça m'a plutôt interpellé. Et en fait, il nous explique comment rendre cet iPhone vraiment utile, c'est-à-dire le plus ennuyeux possible. Alors, je vous mets vous pourrez trouver l'article sur le Medium, je mettrai le lien. Bon, c'est en anglais, mais je pense que DeepL ou Google Translate pourra bien vous aider là-dessus. Pour vous dire, maintenant, mon iPhone ne sonne plus, ne vibre plus. Mon iPhone a un fond d'écran noir. Et toutes les applications sont rangées d'une telle manière que quand je les regarde, mon regard n'est pas du tout sollicité. Parce que vous savez que en fait, les applications, en particulier, et notamment les icônes, sont étudiées spécifiquement pour attirer notre attention et susciter une action qui est celle de taper pour ouvrir, de voir ce qu'il y a dedans. Donc en fait, quand vous regardez votre écran de smartphone, ce que vous voyez, c'est tout un tas de machins qui tous sont en compétition pour attirer votre attention et faire en sorte ouvre pas. Voilà. Donc très agaçant quand même. Et alors, ça m'a pris un peu de temps, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, le payoff est quand même sympa. Ce qu'on en retire est quand même sympa. Alors, la première chose, ça va être déjà de faire en sorte que votre écran d'arrivée ne contienne aucune application. D'accord ? Alors, vous pouvez mettre une belle photo d'écran si vous avez. Moi, j'ai mis un fond noir parce qu'en plus, ça économise de la batterie, donc why not ? Mais vous pouvez mettre, évidemment, un beau fond d'écran. Lorsque tu déverrouilles ton iPhone, tu tombes sur du vide. Voilà. Un écran noir. Voilà, donc typiquement, si tu as l'image... Tu swipes à droite ou à gauche. Exactement. Pour commencer à accéder aux icônes. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Et donc, si tu swipes à gauche après, donc le premier écran, quand vous swipez, à gauche pour avoir l'écran qui est à droite, okay, vous allez tomber sur les applications qui sont censées vous élever le plus, ou vous aider à vous améliorer, etc., ou celles dont vous vous servez le plus souvent au quotidien. Mais on s'entend, quand je dis dont vous vous servez, c'est à des fins productives utiles. D'accord, de valeur ajoutée, pas juste se détendre, encore que se détendre peut être utile dans certaines circonstances. C'est là que mes Candy Crush alors. Par exemple, c'est là que j'ai fini par bannir totalement de mon téléphone, évidemment. Donc, ce qu'on a sur mon premier écran, on a Focus Keeper qui est un genre c'est mon Pomodoro, si vous voulez, quand je me fais des Pomodoro. Donc, c'est ça qu'on va trouver sur ce premier écran. J'ai l'appli de méditation, j'ai une calculette parce que ça m'arrive de devoir calculer des trucs rapidos. J'ai la météo parce que j'aime bien, c'est un vice qui m'est venu un jour, de savoir le temps qu'il fait dehors plutôt que juste lever le nez et puis voir. Des fois, je regarde là-dessus. J'ai Pocket, j'ai l'application pour les podcasts, et voilà. Et ensuite, et c'est là, si vous voulez, quand j'ai lu le truc, je me dis, non, ce mec est malade, il faut que je le fasse. Il faut ranger toutes les applications par ordre alphabétique. Oh la vache. Voilà, alors là, déjà, vous allez réaliser le nombre d'applications que vous avez, dont vous ne ferez jamais, donc peut-être c'est le moment de les dégager, parce que je crois qu'au-delà de 6 jours, en fait, 90% des applications téléchargées ne sont plus utilisées. Et si vous regardez donc sur l'écran de mon téléphone, vous voyez toute petite case, et dans la case A, j'ai toutes les applications qui commencent par A, dans la case B, j'ai l'application qui commence par B, dans la C, c'est hyper intéressant. Ce que je veux dire. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je cherche une application, c'est vraiment une application que je cherche. D'accord ? C'est pas l'application où tiens, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Non. Je dois faire un effort conscient de me dire, attends, déjà, comment elle s'appelle ?
Des fois, ça peut être ça, et des fois, c'est attends, alors ça, c'est du H-I. Oh, alors attends, Instagram, c'est le I. Alors, boum, faut que j'aille là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et conseil comme même. C'est plus compliqué d'accéder à l'application. On y va beaucoup moins. Tu y vas beaucoup moins. Il va beaucoup moins. Et notamment, si vous voulez garder notamment les applications de réseaux sociaux, il dit carrément, une fois que vous êtes dans la petite case, dans le petit dossier qui contient toutes les applications de tel réseau social, ben là aussi, vous pouvez faire différentes fenêtres. Et donc, vous allez mettre l'application standard sur la première fenêtre, et après, vous allez vous débrouiller pour si possible, les Facebook, LinkedIn, tout ça, de les passer du côté où il faut faire encore un effort supplémentaire. Donc, vous voyez, par exemple, les textos sont dans les M, parce que c'est message, l'application texto sur l'iPhone, et donc, il faut que j'aille dans les M, pouf, youp, et il faut que je swipe pour retrouver mes messages. Vous voyez, les emails sont là, sont dans les M aussi, ils ne sont pas dans la barre du bas. Dans la barre du bas, il n'y a que l'application qui me sert à prendre des notes. Le téléphone, évidemment, ça reste quand même un téléphone au départ. Il y a l'appareil photo. Ça paraît complètement ballot, mais le fait de mettre l'appareil photo dans les raccourcis comme ça, dans la barre du bas, j'ai pu aller chercher. Alors qu'avant, faut que je prenne une photo, le temps que j'ouvre, que j'aille chercher, que machin, que j'ouvre. Voilà, là j'ai juste un swipe de moins à faire et puis une app en plus. Voilà. Je comprends mieux pourquoi ça fait longtemps que tu m'as pas répondu à mes textos. Oui, il y a ça. Mais blague à part, il y a aussi pour le téléphone, par exemple, vous savez que je suis je hais les interruptions, je pense que vous le savez maintenant. Et notamment pour ce qui est du téléphone, je suis constamment maintenant en mode, par défaut, je suis en mode ne pas déranger. Et le mode ne pas déranger, il est open uniquement entre 14 et 18. C'est-à-dire que mon téléphone ne va sonner pour un appel entrant uniquement entre 14h et 18h, sauf pour une liste de personnes que j'ai définies à l'avance. Du style, évidemment, l'école des enfants, évidemment, ma femme, évidemment, les 2-3 clients importants du moment. Donc, je sais que s'ils ont besoin de me joindre, il faut qu'ils puissent me joindre. Mais sinon, la plupart du temps, le téléphone ne va sonner qu'entre 14 et 18. Est-ce que tu arrives à savoir combien de temps tu gagnes ? Combien de temps de cerveau disponible, si j'ose dire, tu as gagné avec... Alors, je ne pourrais pas te dire combien de temps je gagne. Il y a une application maintenant sur les iPhones, je pense sur d'autres smartphones aussi, doit exister, qui est le temps d'écran. Il vous donne le temps d'écran. Est-ce que tu as vu des diminutions semaine par semaine ? Tu vois, si je regarde là, je suis à 16 minutes en dessous de la même chose la semaine dernière. Pour le moment, j'ai moins consommé. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tout d'un coup faire... Mais bon, voilà, il y a ça. C'est déjà 16 minutes avec lesquelles tu peux faire autre chose. Exactement. Mais sinon, c'est aussi la tranquillité, encore une fois. C'est-à-dire que mon téléphone, je le sollicite beaucoup moins parce que je vais le chercher que pour les trucs dont vraiment j'ai besoin ou qui me servent. Ouais. Alors moi, ce que je trouve intéressant sur cette approche, c'est que c'est l'opposé de ce que GTD nous demande de faire dans le classement physique et digital des archives, etc. C'est-à-dire que dans GTD, on a le minimum d'arborescence possible, de mettre, oui, par ordre alphabétique, mais le plus plat, vraiment le minimum pour que tout soit accessible et extrêmement rapide. Et là, à l'inverse, c'est d'aller enfouir les applis dans un système qui, du coup, va te prendre plus longtemps. Va falloir que tu mémorises le chemin d'accès, va falloir absolument. que tu le retrouves, etc. Mais qui est classé par ordre alphabétique. Et en fait, c'est pour ton affinité. Voilà. Mais c'est aussi pour le bien-être. C'est-à-dire que c'est des applications qui, a priori, toutes celles qui sont là-bas, dans le champ classées par ordre alphabétique, sont des applications qui vont plus me distraire que vraiment me servir. D'accord, celles qui me servent vraiment sont sur le premier écran. Et puis, de temps à autre, après, on fait les raccourcis en swipant de haut en bas pour trouver des raccourcis, etc. Voilà, mais je voulais partager ça parce que vraiment, ça change pas mal. Donc, je peux vous inviter, je ne saurais que vous inviter à le faire. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler du livre de Carol Dweck qui s'appelle Mindset. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il met en parallèle deux éléments, ce que Carol Dweck appelle Fixed Mindset et Growth Mindset. Donc pour le rappel, Carol Dweck, c'est une psychologue sociale. Elle a aujourd'hui 72 ans, elle est née en 1946, elle est américaine et elle a travaillé dans plein d'universités très prestigieuses dans le cadre de ses recherches. Je me permets juste de t'interrompre pour nos auditeurs anglophobes. Si tu pouvais nous traduire Fixed Mindset et Growth Mindset. Tout à fait, c'est prévu. Alors, Fixed Mindset, c'est j'ai une approche figée, c'est-à-dire statique. Typiquement, c'est un peu ce qu'on croyait il y a quelques années, du type on a un certain nombre de neurones et on ne va pas développer plus de neurones, et à partir d'un certain âge, on ne fait que perdre des neurones. Ce qui a été prouvé par les neurosciences, qu'en fait, non, pas du tout. On continue tout au long de notre vie à développer des neurones.
Et le growth mindset, donc c'est l'approche de j'ai une perspective de grandir, et le growth mindset qui est donc la perspective inverse, je vais grandir en fonction des challenges que je vais rencontrer. Donc le fixed mindset, ce serait de se dire je suis né intelligent et c'est comme ça. Et le growth mindset, c'est de se dire mais on a tous en gros intelligent et l'idée c'est d'arriver à développer mes capacités. Absolument, c'est tout à fait ça. Et ça produit, en fait, les personnes qui ont l'un ou l'autre vont avoir des attitudes différentes. Si je pense, ou si un enfant, parce qu'elle travaille beaucoup avec les enfants, si un enfant pense qu'il a une intelligence limitée, typiquement je suis intelligent, il va éviter de se mettre à risque. Parce que si on lui donne un exercice et que cet exercice prouve qu'il n'est pas intelligent, ça va attaquer son identité, en fait. Donc il va préférer ne pas faire l'exercice plutôt que de se mettre à risque de prouver que en fait, les gens vont s'apercevoir qu'il n'est pas intelligent. À l'inverse, les enfants qui ont un growth mindset, donc un état d'esprit de capacité d'apprendre et de se développer, vont se dire un exercice, c'est intéressant et ça va me permettre de me développer et d'apprendre. Donc je vais être beaucoup plus volontaire, je vais apprendre de l'exercice en question, je vais me développer, et du coup, ces enfants-là vont être capables de développer leur savoir, leurs compétences, bien plus que les enfants qui ne se mettent pas à risque, en fait. Voilà, donc les enfants qui ont un growth mindset, cette approche de se développer, vont faire plus d'efforts, vont rester plus longtemps sur les exercices difficiles, vont moins abandonner, et bien évidemment, le résultat, c'est qu'ils vont apprendre bien plus que les enfants qui croient être intelligents et qui, du coup, abandonnent plus vite lorsqu'ils je vais pas y arriver, donc de toute façon, je voudrais pas me mettre à risque, donc je fais moins d'efforts, donc j'apprends beaucoup moins. Et le résultat, c'est qu'on a un peu l'inverse de ce qu'on pense avoir au départ. Si on te dit que tu es intelligent, tu vas arrêter plus vite, alors que si on te dit que tu es capable d'apprendre, tu vas t'entraîner et tu vas apprendre beaucoup plus longtemps. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de changer de paradigme, de changer ce que l'on croit, de changer la manière de s'adresser aux enfants et à nous-mêmes finalement. Et elle décrit notamment une expérience qui a été faite, qui est passionnante, où des chercheurs de Harvard sont arrivés dans une école. Ils ont fait faire un test aux enfants qui était complètement bidon. Et à l'issue de ce test bidon, ils ont dit au professeur, écoutez, sur votre classe, ces 5 enfants-là, ils ont vraiment un potentiel incroyable. Les 5 enfants, le test étant bidon, n'était pas un résultat du test, mais tiré au hasard. Et ils ont fait ça sur un volume incroyable de classes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au bout d'un an, les 5 enfants en question, qui avaient été choisis au hasard, performaient ou réussissaient mieux que les autres. Et donc, du coup, ils ont creusé. Pourquoi est-ce que ces 5 enfants-là réussissaient mieux ? Le postulat, c'était que quand un instructeur s'adresse à un enfant dont il sait qu'il a un potentiel, l'instructeur va se remettre en question en disant « Ah, cet enfant, là, il n'a pas compris, c'est que j'ai du mal à expliquer. » Donc, du coup, je vais prendre le temps et je vais réexpliquer à l'enfant. Et je vais je vais être beaucoup plus exigeant avec les enfants qui ont un potentiel. Et je vais prendre plus de temps, etc. Et du coup, 95% des cas, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais dans 95% des cas, les enfants dont on attend plus, à qui on donne plus de temps et à qui on s'adresse comme s'ils avaient un potentiel supérieur, performaient avec un potentiel supérieur. Donc c'est un peu la prophétie qui s'auto-réalise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait tous mettre en place dans nos vies avec les enfants qu'on a dans nos entourages, mais également nos collègues, nos voisins et nous-mêmes, bien évidemment. Je trouve ça intéressant aussi parce que on parlait l'autre fois d'affirmation positive ou d'étiquette, et on pourrait se dire l'étiquette elle est positive. Je dis à machin tu es intelligent, donc je lui envoie une étiquette positive et il devrait, et on s'aperçoit, et en fait non. Il faut trouver quelque chose. C'est pas tu es intelligent, c'est tu es capable tu es capable d'intelligence. D'accord. Tu es capable d'être intelligent. C'est comme quand on dit à un enfant tu es gentil ou tu as fait une bonne action. Voilà. Ou tu es méchant, tu as été méchant, ou tu as fait une mauvaise action. C'est beaucoup moins habituel, c'est beaucoup moins une prise de risque si on dit à l'enfant tu as fait une mauvaise action. Parce que c'est corrigible. C'est pas une attaque à son identité. Tu es quelqu'un de mauvais. Donc on dit tu as fait une mauvaise action et du coup je vais pouvoir corriger cette mauvaise action. Mais si je suis mauvais dans son entièreté, comment je fais pour corriger ça ?
Oui, alors évidemment, on parle d'enfants, ça peut s'appliquer aux collègues. Absolument. Je parle d'enfants parce que Carol Dweck, dans son livre, parle énormément d'enfants, mais ça s'apprend aux collègues, ça s'applique également à nous-mêmes. Alors moi, ma question, c'est est-ce que c'est un livre à des fins d'éducation des enfants ou est-ce que c'est un livre de développement personnel? Et pour moi qui ne suis plus enfant depuis longtemps maintenant. Enfin, Oh, tu as gardé ton âme d'enfant. merci. Quelles sont les leçons que je peux en tirer, du coup? Le livre est pas du tout à l'intention des enfants, puisque c'est un livre qui est rédigé vraiment pour les adultes. Il est sorti d'ailleurs en France en 2017 aux éditions Mardaga. Mais c'est un livre vraiment pour les adultes, de l'ordre du développement personnel et de la... moi, je le lis bien sous l'angle de la productivité, parce que si au lieu de me dire « Ah, qu'est-ce que je suis con !» je me dis « J'ai vraiment foiré sur ce truc-là, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois ?» Et bien du coup, je vais progresser et je vais me développer et je vais améliorer ma performance. Est-ce qu'elle parle des affirmations? Et du coup, question piège, j'en sais rien en fait. Il me semble pas qu'elle parle des affirmations. Et du coup, alors, comment est-ce qu'on peut, en quelques minutes, améliorer de 15% son mindset? Là, par exemple, moi, je me suis assez bien reconnu dans le mindset, disons, plutôt statique. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer de 15% mon mindset, qui soit un peu plus growth. L'idée, c'est vraiment de challenger les croyances que l'on a. C'est-à-dire, au lieu de partir de base sur une croyance, de toute façon, j'ai jamais su parler une langue, se dire, ok, je me suis jamais impliqué dans le fait d'apprendre à parler une langue, j'ai jamais eu l'opportunité ou j'ai jamais déclenché l'opportunité d'aller à l'étranger en immersion pour apprendre une langue. Et c'est de remettre les faits dans un contexte plutôt que de les voir de manière globale et définitive, en fait. Donc, si tu veux développer de 15% ta capacité à apprendre un instrument de musique, à t'améliorer dans un certain contexte ou sur une certaine tâche, c'est vraiment de challenger les croyances existantes et de dire « Ok, très bien, ça, c'est l'état des lieux, soit ». Mais c'est pas immuable en fait. Et ça a été prouvé si par exemple nous trois dans cette pièce on a décidé d'apprendre à jongler par exemple. On fait un IRM de notre cerveau avant, on passe 1 mois à apprendre à jongler et on fait un IRM de notre cerveau après, et bien tu auras développé une nouvelle zone de ton cerveau qui aura grandi, qui se sera développée. Donc on est capable jusqu'à la fin de développer des nouvelles zones, de développer des neurones sur des nouvelles fonctions cognitives en fait. Merci. Un point quand même, je ne sais pas si je le garderai, un point sur cette histoire de jonglage, ça m'a rappelé cette étude que j'ai vue qui est peut-être corollaire à celle que tu mentionnes, où en fait ils ont mis dans un IRM effectivement des jongleurs professionnels et ils ont un IRM fonctionnel et donc ils ont observé, ils leur ont demandé de s'imaginer en train de jongler et ils ont observé les impulsions électriques du cerveau, enfin voilà tout ça. Les zones qui étaient activées. Voilà, les zones qui étaient activées. Et ensuite de quoi, ils ont mis des gens qui n'avaient jamais jonglé de leur vie. D'accord ? Et ils ont impulsé à ces mêmes endroits donc les impulsions des gens qui jonglaient. D'accord ? Et ensuite, ces personnes, une fois qu'ils les ont passées là-dedans, on va dire, alors je ne connais plus la fréquence exactement, ils leur ont commencé à apprendre à jongler. Et les personnes qui sont passées dans l'IRM ont appris à jongler beaucoup plus vite que des personnes tout à fait normales. Donc en mimant quelque part les impulsions électriques du cerveau de personnes qui savent faire. Alors, je connaissais pas cette étude, mais c'est très intéressant. On aura l'occasion, dans un prochain podcast, j'imagine, de parler d'un bouquin que j'aime beaucoup également, de Daniel Coyle, qui s'appelle The Talent Code, le code du talent, dont il parle exactement de ce genre de choses. Donc, le rendez-vous est donné pour un prochain podcast pour élargir cette discussion. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.